Je suis atomisé, c'est un truc de malade. 3 heures de sommeil, merci Gaël. Oh, le réveil ce matin. Oh, un délice là, 7 heures du matin, j'étais comme ça. Oui, bonjour, où suis-je? Quel jour sommes-nous? Bref, on attaque tout de suite, un pas d'intro, let's go. Et on attaque ce côté réseau chargé comme mon oncle Gilbert à 11h du mat au PMU du coin, je crois que je l'ai déjà fait cette vanne, avec Sébastien Bez qui s'est exprimé sur sa défaite face à Gaël Monfils, et j'ai lu dans les commentaires de la vidéo précédente quelques esprits un petit peu chagrins qui se demandaient bah écoute, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ne critiques pas l'ambiance hostile par rapport à ce match sur le Châtrier vis-à-vis de Bez. Alors on va tout simplement en fait lire les déclarations du joueur argentin, et pour lui ça n'a pas été vraiment un problème. Il a dit mon fils a mieux géré les moments importants que moi. Il y avait de la place pour faire mieux, dit-il. J'ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre, il faut tirer le maximum de ce match, l'année est longue, il faut que je sois capable de m'améliorer à partir de là pour que plus tard, dans les moments les plus importants, je puisse être calme et essayer d'en tirer le meilleur parti. Alors on fait un petit dézoom par rapport à cette situation. Je regardais notamment un vieux match il y a quelques jours, c'était Stitch Muster, Coupe Davis, je crois que c'est en 96, et ça se passe en Autriche. Vous imaginez même pas l'ambiance. Stitch, il bouge une oreille, il se fait défoncer par le public, et je pense que, en fait, on est un petit peu devenu soft par rapport à ces ambiances. Par exemple, ce qui s'était passé aussi à Bercy, hein, ça c'est l'exemple typique, Gaston Alcaraz, les gens étaient là, mais c'est pas possible, ils sont odieux, le public parisien, etc. Et en fait, quand on réalise un examen attentif du passé, on se rend compte que ça a déjà existé. Même les Français, les Piolines, les Lecomte, ils se sont fait pourrir à Paris. Ce sont des choses qui existent, je pense qu'on a une mémoire peut-être un petit peu courte là-dessus. Et la Coupe Davis, bien sûr, avec sa disparition, on a l'impression que dès que quelqu'un fait un petit mouvement dans le public, voilà là, et ça suffit. Donc il continue, au-delà de ma défaite, je pense que j'ai l'opportunité de tirer beaucoup de positifs de ce qui s'est passé. Donc lui, il est vraiment résolument dans un état d'esprit d'apprentissage et positif. Gaël Monfils, il est français, on sait la carrière qu'il a eue, ce qu'il représente pour le tournoi, je savais donc à quoi m'attendre. Le public ne joue pas, super important, c'est vrai. Même s'il y a une ambiance hostile, le public ne joue pas, c'est pas lui qui tient la raquette, c'est Sébastien Bez, il n'occulte pas ses responsabilités. Donc si à un moment donné j'ai failli, c'est de ma faute, c'est de ma responsabilité. Franchement, super attitude, chapeau. On rappelle Bez, il perd contre le Z l'année dernière en ayant une balle de match. Là encore, une défaite assez cuisante pour lui, difficile à encaisser. Balle de 5-0, on le rappelle dans le 5e. Mais en tout cas, super état d'esprit, et un joueur de toute façon, on le sait, très sympathique. Pour les gens qui suivent le circuit assidûment, bien sûr. La Monf, justement, qui se projette sur son prochain match, ce sera face à Holger Rune, et là, ça risque pas d'être la même limonade que face à Sébastien Bez. Alors il se projette, il explique, je ne pars pas défaitiste, mais je pars assez réaliste, qu'après un gros match comme ça, je ne suis pas favori. Là c'est clair, s'il arrive, tout peut se passer, on a vu le match précédent, on va pas insulter l'avenir, mais déjà gratter un set contre l'un des favoris de la compétition, ce serait déjà pas mal. Par contre, il dit un truc super intéressant envers, je trouve, ce qui est terrible, c'est que je sais que je vais avoir mal. Mais c'est pour ça qu'on fait du sport. Si je veux gagner ce match, il va falloir que je me fasse mal, et je suis prêt à me faire mal. Ça nous rappelle également la fin de carrière des Murray, des Stan, dont on va parler d'ici quelques instants. C'est les gars, tu connais le process, tu sais qu'il y a de la souffrance. Rafa également, il disait souvent ça. Je parle à l'imparfait avec Rafa, désolé. Mais il était... Voilà, je suis prêt à souffrir, je sais ce que ça implique de remporter des grands matchs, et on a quelque chose de l'ordre vraiment du sport de très haut niveau, hein. C'est un petit peu comme le vélo, si vous suivez, c'est un sport où tu te fais mal dans la chair, quoi. Tu te détruis physiquement, et c'est assez impressionnant. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau, avec Stefano Tsitsipas qui s'est imposé relativement aisément face à Carbales Baena, deuxième set un petit peu plus coussi-coussa, et il parle des conditions justement, Steph, en conférence de presse, et il a expliqué les conditions ensoleillées lui plaisent au grec. J'aime les rebonds et la façon dont la balle se déplace quand il fait soleil comme ça. Il y a eu quelques cas cette année où il a un peu plu, et ça m'a pas tellement convenu, à Rome notamment, mais j'aime vraiment les journées ensoleillées comme ça. On a un Steph qui monte en gamme, qui jouera le revenant Schwartzmann au 3e tour. Nouvelle info dans ce côté réseau, et nous arrivons au sujet qui fâche, Cameron Norrie qui a contre-attaqué Novak Djokovic. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est par rapport à la situation à Rome. Souvenez-vous quand Norrie avait smalché dans le dos de Novak, et Novak n'avait pas forcément beaucoup apprécié l'attitude globale de Norrie, le MTO, etc. Et aussi à s'encourager en permanence.
Et Nori a été invité par la presse britannique à réagir par rapport à ça, et vous allez le voir, il s'est pas vraiment laissé démonter le Brits. Donc il a expliqué, il voulait plus de temps sur le lit du physio, donc ça c'était avant le match, et le match était prévu pour 11h. Nous sommes sortis peut-être à 11h12, 11h13, je ne pense pas qu'il y ait vu de problème. Il ne m'a rien dit, il ne s'est jamais excusé, donc Nori attendait des excuses par rapport au fait que Djokovic l'ait fait attendre avant de rentrer sur le court. Ça va très très loin, vous avez vu. En bleu, j'ai demandé est-ce que c'est ok de faire ça. Les officiels m'ont dit oui, c'est dans les règles. Après 15 minutes, par contre, il sera mis forfait. J'ai dit ok et j'ai continué à m'échauffer. Il explique, je n'ai jamais vu ça auparavant de la part d'aucun joueur, qu'il s'agisse d'un match de tennis ou non, vous arrivez à l'heure. Et vous savez quoi ? Bah moi ça me fait kiffer ça. J'aime bien ça les petites punchlines presse interposées. On va se retrouver peut-être un jour en huitième, en quart, en demi. Et bah on laissera parler la raquette à ce moment-là. C'est un peu ça l'idée. Et bon, on a vu Nori aussi à Wimbledon, hein, quand il remporte un set face à Novak, il serre le poing, il s'encourage. Il n'a pas remporté le match, mais il a en tout cas, je trouve, cet état d'esprit est guerrier, et on l'a encore vu aujourd'hui, et on l'a vu aussi contre Benoît Paire, quand il célèbre sa victoire comme s'il avait remporté le titre. Il a pas un jeu très spectaculaire, il n'est pas très très charismatique, mais voilà, il assume ses positions, le nourrit. Dernière info dans ce côté réseau, et peut-être que certains d'entre vous utilisent l'application Waze, ce n'est pas du sponsor, non, c'est Roger Federer qui apparaît désormais dans l'application, qui pourra vous guider sur le chemin de la route pour aller voir votre belle-mère que vous adorez, je sais. Donc la promotion de Waze nous explique, hein, laissez la légende du tennis vous guider vers votre prochaine destination dans la langue de votre choix. Anglais, français ou allemand, c'est vrai. Le GOAT... Oula. Ah non. Enfin, quoique. Ils ont raison ou pas ? Federer, le GOAT. Vous en pensez quoi ? Trêve de galéjade et de taquinade et de forfanterie, on enchaîne avec le... Allô, oui, allô. Ouais. Oui, Nelson, ouais. Quoi encore ? René Lacoste. Nelson. J'en ai absolument rien à... C'est peut-être l'énorme match de la journée. Stan Wawrinka face à Kokkinakis. Kokkinakis qui voulait exorciser les démons de sa défaite face à Andy Murray, à l'Australienne en début de saison. Vous vous en souvenez, hein, c'était un match épique, un choke aussi épique. 4h38 de combat aujourd'hui. Un match qui a atteint parfois des sommets de qualité, je trouve, du côté de Stan, surtout sur un 7,5 au début. J'ai trouvé vraiment un niveau exceptionnel, quoi. Le tonton, il a 38 ans, il a 38 berges. Faut remettre un peu le contexte. Kokkinakis qui va se détacher 4-0 dans la 5e manche, et bon en balance, Stan qui va revenir, et là on commence à revoir un peu le scénario du match d'hier soir entre Monfils et Bez, mais je trouve qu'il y a un coup qui va symboliser le courage de Kokkinakis et le fait que il avait pas envie de laisser filer cette opportunité. C'est ce coup droit là. On a un gros rallye et il va réussir vraiment d'une manière fantastique à décocher un coup droit merveilleux dans la Lulu, à remporter ce point et à remporter ce match à la 5e balle de match. Nonobstant, un mot doux forcément pour Stan qui a enflammé le public. Hein. Regardez-moi ça, les kiddos qui sont complètement en extase. Tout le monde était derrière Stan. C'est vraiment un joueur qui adorait à juste titre à Paris. Vainqueur en 2015 face à Novak, une finale extraordinaire qu'on avait couvert sur la chaîne. Je vous ai fait ces matchs qui m'ont marqué dessus. Un titre testament, 3 grands chelems pour Stan, et un gars qui continue malgré l'âge à essayer de prendre du plaisir sur un court, et qui nous a sorti 2 matchs à Roland-Garros. Il y a un peu des ponts justement entre Stan, Roland-Garros 2023 et ce qu'a fait Andy Murray plus tôt dans la saison à l'Australienne. Il y aura également dans ce match une image que je ne saurais commenter pour des raisons absolument évidentes. Carlitos, l'homme que 25% de la planète tennis souhaite voir se planter à Roland-Garros car ce sont des énormes rageux. Alors, deuxième manche, petit plongeon, il est mené 3-0, il y a un break, un niveau sinusoïdal, on l'a vu, donc il y a 2 grosses fautes en coup droit, ici notamment pour donner le break, et puis il va pas réussir à se remettre dedans, à se remettre dans l'axe. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans les matchs de Carlitos. C'est pas un joueur qui peut asseoir une domination avec un énorme service, il est souvent obligé de cravacher sur ses jeux de service. On a vu d'ailleurs aussi une stat impopée de Craig O'Shaughnessy sur Twitter qui montrait un comparo, hein, la moyenne des coups par échange, et Alcaraz il était plutôt dans la moyenne haute. C'était quoi, 4-5 frappes je crois par échange, parce qu'il a pas justement cette capacité systématique à faire des one-two, à agresser malgré des fulgurances absolument évidentes. Donc c'est un gars qui doit cravacher, et allez, on va qualifier ce petit set lâché comme la petite alerte nécessaire. Mais attention, au 3e tour, on a un match les tontons face à Shapovalov. Shapovalov flop. Si c'est un bon Shapovalov bien luné,
Aïe aïe aïe, parce que chapeau, on connaît le style, ça envoie des briques dans tous les sens, ça envoie des bûches. Et si ça tape les lignes pendant 3 heures, hein, on peut avoir un scénario à la Marotte-san, ou alors ça peut faire 1 et 2 pour Carlos Alcaraz. C'est aussi le plaisir de Chapeau Bluff. Dernière petite palette sur le Fokina Van Hache, haché il faut dire en fait, comme steak haché. Mais avant ça, n'hésitez pas à claquer un pouce et à vous abonner, c'est super important. Et à commenter également pour l'algorithme. C'est bon, j'ai tout dit? Voilà, c'est ok. Alors, je trouve une séquence qui est assez symptomatique de la domination globale de Fokina, même s'il y a la balle de 7, là, le serve isolé de Fokina pour la sauver. Mais ici, notamment, vous le voyez, donc on a une position de Van Haché qui sait pas vraiment exactement où se mettre, et on va dire qu'il couvre ce cône-là. Il est dans cette zone d'intervention à peu près, on va dire. C'est-à-dire que là, s'il prend un long de ligne, terminado, finito. Et s'il prend un court croisé ici avec un peu de volume, finito également. Et c'est là, je trouve, vraiment le différentiel entre un joueur référencé en la personne de Fokina, c'était un peu le même délire face à Arthur Fils sur le match précédent, et un Van Hache qui est encore dans la découverte du très haut niveau, c'est que Fokina, il peut avancer, il peut couper les trajectoires, il peut changer le tempo, il y a des fulgurances, il y a des amortis, il y a un jeu de jambes impeccable, les petites glissades, on bloque et on envoie la petite merguez, et là notamment, il va se trouver le coup droit avec du volume, super bien positionné. Je trouve que c'est typiquement le genre de séquence qui fait la diff. La reco du jour, vous le voyez, les matchs de la journée ne sont pas encore finis. On a Uber Catch qui essaye de choke face à Grigspor. On a également Kokomutek qui est dans le 4e face à Rublev. Novak qui vient de commencer son match. Et demain, eh bien écoutez, j'ai une recommandation un peu spéciale à vous faire, car le Chorich Cachin, à mon avis à 11 h, sera peut-être, certainement d'ailleurs, l'occasion idéale d'attendre le début de Zepiri Casper Ruud.